Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le chapitre 3 de cours Caractérisation des matières plastiques intitulé Structure des polymères. Avant de passer au troisième chapitre, je vous présente ici quelques ressources il y a pour vous aider à compléter votre formation. Donc, je vous demande de consulter l'article 13 Caractérisation des matériaux plastiques. Vous trouverez le cours, les TP, les examens et les examens TP. Vous pouvez aussi consulter la playlist matériaux plastiques pour voir toutes les vidéos en relation avec ce cours. Le chapitre 3 de ce cours, Structure des polymères, comprend 3 parties. Selon le niveau d'observation. Donc, la première échelle, c'est l'échelle des monomères, les atomes et les liaisons entre les atomes et leur influence sur les propriétés de matériaux. Deuxième échelle, c'est l'échelle macromolécule, c'est-à-dire un ensemble de monomères assemblés pour former des longues chaînes. Ça va donner un polymère linéaire, ce qui caractérise les thermoplastiques, ou bien des polymères tridimensionnels, caractéristiques spécifiques des thermodursables et des caoutchoucs. Un autre paramètre très important au niveau structure, c'est la masse molaire qui détermine la longueur de la chaîne et qui a une influence très importante sur les caractéristiques de matériaux. Et afin de mettre l'accent sur l'impact de la structure sur les caractéristiques, on va observer les polymères à l'échelle supramoléculaire, c'est-à-dire à l'échelle d'un ensemble de chaînes ou bien un ensemble de macromolécules. Si ces macromolécules ne sont pas organisées, enchevêtrées, imbriquées d'une manière aléatoire, ça va former les polymères amorphes, comme dans le cas de PET, polyéthylène terephthalate. Si vous avez des zones cristallines, des macromolécules qui se plient les unes sur les autres pour former des cristaux, des lamelles cristallines. Dans ce cas, on parle de matériaux semi-cristallins. C'est le cas, par exemple, de PP ou bien de pomme. Les matériaux polymères sont généralement utilisés pour leurs propriétés mécaniques particulières et leur aptitude à être mis en forme. C'est le process, c'est-à-dire les procédés de fabrication. Ces qualités sont étroitement liées à leur structure. Il est possible, à partir d'une structure moléculaire donnée, d'imaginer la morphologie qui en découle et déterminer les propriétés qui s'y rattachent. Les caractéristiques structurales et chimiques qui influent sur les propriétés et le comportement des matériaux polymérisés sont relativement nombreuses. En voici quelques-unes. Par exemple, le degré de cristallinité des polymères semi-cristallins influe sur la masse volumique, ρ, sur la rigidité, E, module de Young, sur la résistance et sur la ductilité. Le degré de réticulation influe sur la rigidité. C'est une caractéristique des matériaux caoutchoutiques. Le degré de réticulation mesure le nombre de liaisons entre les chaînes. La chimie des polymères, en termes d'atomes, de nombre d'atomes et de liaisons, influe sur la température de fusion et la température de transition vitreuse, deux caractéristiques très utilisées dans la transformation des polymères. Nous commençons par l'échelle organique. À l'échelle organique, on peut regarder la structure où on peut observer la cohésion des assemblages entre atomes
est due à l'existence de liaisons covalentes sur la chaîne qui assurent un lien fortement énergétique entre les atomes ainsi qu'aux interactions plus faibles d'énergie qui s'établissent entre les différentes chaînes de polymères formant un échantillon donné. Regardez la figure suivante, montre en gras par exemple, on montre la chaîne covalente, ligne entrée plein, groupes latéraux par des disques noirs. Et entre les chaînes, vous avez ici des liaisons secondaires dessinées en pointillés. Ce sont des liaisons de faible énergie. Sur la chaîne, vous avez une liaison de type covalente, sont des liaisons très fortes. La liaison covalente dans le polyéthylène, par exemple, de formule CH2CH2, les atomes de carbone qui constituent le squelette de la chaîne sont reliés par des liaisons covalentes entre les deux atomes de carbone et entre l'atome de carbone et l'atome hydrogène. Donc l'énergie, elle est légèrement différente, mais elle est élevée dans le cas de la liaison covalente entre les atomes de carbone ou bien entre atomes de carbone et atomes de hydrogène. Nous avons une liaison covalente lorsque deux atomes, dans le but de saturer leur dernière orbite concentrique, se partagent une ou plusieurs paires d'électrons. En principe, selon le nombre d'électrons libres sur la dernière couche, chaque atome ne peut former avec les autres atomes qu'un certain nombre de liens covalents. Deux atomes d'hydrogène peuvent s'attacher ensemble pour former une molécule d'hydrogène H2. Deux atomes d'oxygène s'attacher ensemble pour former une molécule d'oxygène O2. Et un atome de carbone peut se lier avec quatre atomes d'hydrogène pour former deux méthanes CH4. Passons maintenant aux interactions des systèmes macromoléculaires, c'est-à-dire entre les chaînes. Les interactions moléculaires sont des forces qui interviennent entre les groupements moléculaires, constitutifs de toute molécule indépendamment de sa masse molaire. Ces forces sont de faible intensité, mais dans le cas des composés macromoléculaires, elles se répètent autant de fois qu'il existe de motifs constitutifs de la macromoléculaire. Interaction, exemple de Van der Waals. Si l'on prend l'exemple des polystères linéaires, on peut schématiser les forces de la manière suivante. Donc sur la première chaîne, ici vous avez une deuxième chaîne. Entre les deux, vous avez des forces dessinées en pointillés en rouge. Ça représente les interactions entre des groupements de charges positifs et des groupements de charges négatifs. Delta plus et delta moins sont les fractions de charge élémentaires portées par chacun des atomes du dipôle. L'énergie correspondant à la rupture de ces interactions varie de 8 à 15 kJ par mol. Donc ce sont faibles par rapport aux liaisons covalentes. Un autre type de liaison secondaire, les liaisons hydrogènes. Ce sont comme les précédentes des interactions électrostatiques dipolaires. Elles se développent entre un dipôle formé par la liaison d'un atome d'hydrogène avec un atome fortement électronégatif et un groupement polaire comportant un atome fortement électronégatif. Regardez la chaîne 1, la deuxième chaîne, comment l'interaction se fait entre l'hydrogène avec un atome fortement électronégatif et un autre groupement comportant un atome fortement électronégatif, ici par exemple l'oxygène. Ces liaisons sont plus énergétiques que les interactions de Van der Waals. L'énergie de liaison peut dépasser 40 kJ par mol.
Dans le polyamide 6,6, on peut considérer que les liaisons hydrogènes s'établissent entre les atomes d'hydrogène et d'oxygène de deux chaînes voisines. Les liaisons d'hydrogène en pointillé entre les chaînes de polyamide 6,6. Toujours dans le même niveau et en partant des liaisons et des atomes de monomères, on peut distinguer deux grandes catégories de polymères selon leur structure. Ceux pour lesquels les unités monomères sont reliées en moyenne par deux liaisons covalentes, les macromolécules ainsi formées ont une structure linéaire ou bien appelée monodimensionnelle et ont une dimension finie. Ceux comportant des unités monomères capables d'établir des liaisons covalentes dans les trois directions de l'espace, il en résulte un réseau tridimensionnel dont la densité est de temps plus grande que le nombre de nœuds et leurs fonctionnalités moyennes sont élevées. Leur dimension moléculaire peut être considérée comme infinie. Donc, le premier donne des polymères linéaires, les deuxièmes donnent des produits tridimensionnels. Le type de polymère, une polymérisation conduit à un réseau tridimensionnel à partir d'un monomère si le nombre de fonctionnalités est supérieur à 2 strictement. Par exemple, ça c'est le cas d'un monomère de fonctionnalité est égal à 4. 1, 2, 3, 4. Ce monomère de base peut créer un tridimensionnel, un réseau qui s'étende dans les trois directions. Mais si la fonctionnalité est égale à 2 seulement, donc ça c'est pour former des chaînes monodimensionnelles suivant une seule direction, puisque la chaîne ne peut s'étendre que à droite et à gauche, suivant une seule direction. La fonctionnalité, c'est le nombre de liaisons potentielles qu'un monomère peut établir au cours de la polymérisation. La polymérisation, c'est une opération chimique qui permet d'assembler les monomères sur la même chaîne. Il faut au minimum une fonctionnalité égale à 2 pour que l'extension des chaînes continue. Elle est égale à 2 pour les polymères monodimensionnels et elle est strictement supérieure à 2, c'est-à-dire 3 ou bien plus pour les polymères tridimensionnels. Passons maintenant à l'échelle macromoléculaire. Macromoléculaire, c'est-à-dire un ensemble de monomères de base enchaînés sur la même ligne. L'opération de polymérisation d'un monomère unique ou bien la polycondensation de deux molécules, chacune seule représente de sa famille chimique, conduit à un homopolymère, c'est-à-dire une chaîne constituée d'un seul type de motif monomère de base, ou par extension un réseau constitué d'un seul type d'unité constitutive répétitive. On considère l'exemple des polymères vinyliques de formule suivante. Vous avez l'élément de base CH2CHA. Le même élément se répète plusieurs fois pour former une chaîne. L'élément unique est appelé monomère. Fois n fois, ça donne une chaîne appelée homopolymère. Donc, il en résulte deux structures possibles pour le nouveau centre actif formé, ce qui correspond à 4 isomères différents pour la séquence formée de deux motifs successifs. Donc vous avez un élément CH2CHA, si vous avez remarqué, n'est pas symétrique. Donc on voit très bien que si vous avez un monomère 1, ajouter un autre monomère, il y a 4 enchaînements possibles. Tête à queue ou bien queue à queue
ou bien tête à tête, et enfin on peut avoir l'enchaînement queue à tête. L'enchaînement de type tête à queue ou bien queue à tête est le plus souvent énergétiquement favorisé au cours de la réaction de polymérisation. Il correspond à la formation d'un polymère dit régulier. Les polymères irréguliers, ce sont les polymères tête à tête ou bien queue à queue. Nous voyons d'après cet exemple que pour le même polymère, mais à enchaînement différent, on peut avoir des polymères différents. Un PP ou bien un PE différent, et dû seulement à l'enchaînement entre les monomères de base. Alors, regardons cet exemple, PVC. Le monomère de PVC de base, c'est CH2CHCl. C'est un monomère non symétrique, CH2 à gauche, CHCl à droite. Donc, l'enchaînement peut donner 4 types de matériaux différents. Seulement, les enchaînements tête à queue ou bien queue à tête donnent des matériaux dits réguliers. Maintenant, regardons l'exemple des copolymères. Un copolymère, par définition, c'est un assemblage de deux monomères différents, A et B. Selon la disposition relative des motifs A et B, on distingue les copolymères statistiques, c'est-à-dire AA, BA, d'une manière aléatoire, pour lesquels on obtient une répartition aléatoire de motifs A et B le long de la chaîne. La structure de ces copolymères est déterminée par la composition initiale de mélange de monomères et par les valeurs des rapports de réactivité de couple de monomères considérés. On peut trouver pour le même élément A et B un copolymère alterné si on trouve sur la chaîne une alternance entre l'élément A et l'élément B, c'est-à-dire AB, AB, AB jusqu'à la fin de la chaîne, qui représente une alternance régulière des motifs AB. On peut aussi avoir des copolymères à bloc à partir de même élément A et B correspondant à l'alternance de blocs de polymères à motif A et de polymères à motif B. Donc on trouve sur la chaîne des blocs de motif A suivis par des blocs de motif B. Exemple, ça c'est le copolymère statistique SB. SB signifie styrène butadienne. Ça c'est l'unité styrène, ça c'est l'unité butadienne. Regardez sur la chaîne, on remarque que l'assemblage de deux monomères, ça se fait d'une manière aléatoire. Donc, c'est un polymère ou bien copolymère statistique. Un autre exemple, c'est l'ABS, l'acrylonitrile butadiène styrène. Aussi, vous avez trois monomères de base. On peut avoir différents types de copolymères en fonction de la position relative des trois monomères de base constitués de premier monomère acrylonitrile A, B butadiène et S styrène. Alors, la troisième caractéristique observée à l'échelle macromoléculaire, c'est la stéréorégularité. Et on peut observer ça sur un motif unitaire dissymétrique d'un polymère vinylique où on remarque que l'atome de carbone 1 porte deux atomes hydrogène et le groupement présente donc un plan de symétrie. Par rapport à l'axe principal, vous avez le C au centre, un H en haut et un H en bas, c'est-à-dire il y a une symétrie de part et d'autre de l'atome carbone. Par contre, l'atome de carbone 2 porte 4 substituants de nature différente et ne possède pas
aucun élément de symétrie. Il dit asymétrique. Donc regardez le carbone au milieu. En haut, vous allez avoir le H et en bas, vous avez le A. On peut aussi avoir une autre configuration. Le A au haut et H en bas. On peut distinguer à ce niveau-là les enchaînements isotactiques, syndiotactiques ou bien atactiques. Regardons pour les enchaînements isotactiques. Signifie les groupes A sont tous situés du même côté du plan. Par exemple, dans le cas de polypropylène isotactique, on remarque que le CH3, CH3, CH3 se trouvent de même côté. Les enchaînements syndiotactiques, les groupes A sont situés alternativement de part et d'autre de plan. Le cas de PVC, syndiotactique. Ici, vous avez le CCl au haut et puis après, vous avez le Cl en bas par rapport au plan de symétrie. Cl, Cl. En cas d'absence de régularité configurationnelle, le polymère est dit atactique, c'est-à-dire l'élément ou bien le groupe A est situé d'une manière aléatoire de part et d'autre de plan de symétrie. On appelle ça le polymère est dit atactique. Regardez un exemple de PS. Donc l'élément qui caractérise ou bien qui caractérise la stéréorégularité, c'est le bloc styrène. On remarque que pour cette structure, le bloc est situé d'une manière aléatoire. Par contre, pour la deuxième, le bloc styrène est situé à gauche. Et pour le troisième exemple, syndiotactique, on voit que le bloc est placé de part et d'autre d'une manière régulière. Alors, les polymères à forte prédominance iso ou bien syndiotactique sont dits stéréoréguliers. Ils peuvent généralement cristalliser. Structure cristalline donne un matériau cristallin. Par contre, pour les polymères atactiques non organisés, c'est-à-dire leur structure est trop irrégulière pour donner lieu à une cristallisation, donc ça va donner un matériau amorphe. Une autre caractéristique de l'échelle macromoléculaire est la masse molaire. Considérons par exemple un échantillon de PVC industriel et isolant une macromolécule, une chaîne. Elle est constituée de un motif monomère. N étant grand, plusieurs centaines. On peut négliger les groupements terminaux. N est appelé degré de polymérisation, c'est-à-dire le nombre de répétitions. La masse molaire, on emploie souvent le terme masse moléculaire de la chaîne, est égale, la masse molaire est égale à m fois la masse de monomère. M est la masse molaire de monomère de base. Est égale à 62,5 grammes par mol, par exemple pour le PVC. Le PVC est constitué de 2 atomes de carbone, 3 atomes d'hydrogène et 1 atome de chlore. Donc multipliez les masses en fonction de nombre, vous allez trouver 62,5. Et puis il suffit de multiplier par le nombre de répétitions qui dépend d'un PVC à un autre pour avoir la masse molaire. La longueur de la chaîne est mesurée par la masse molaire et qui a une grande influence sur les propriétés mécaniques de polymères. Une question. Un jouet pour enfants est fabriqué dans une matière plastique dont on cherche à savoir s'il s'agit de PE ou bien de PP. Le fabricant donne l'indication suivante. La masse molaire du polymère est de 168 000 grammes par mol.
Et le degré de polymérisation est 4000. Déterminer quelle matière plastique a servi à fabriquer ce jouet. Après avoir présenté les polymères monodimensionnels et voir les caractéristiques de la chaîne macromoléculaire, toujours à l'échelle macromoléculaire, on va maintenant passer aux polymères tridimensionnels. Pour les polymères tridimensionnels rencontrés dans les thermodurcissables et dans les caoutchoucs, c'est un système chimique qui deviendra dur, thermodur, après réaction chimique. Un thermodurcissable est constitué d'un ensemble de monomères. Dans certains cas, l'agent chimique assurant le pontage de ces polymères est appelé durcisseur. Réticulation, ou bien noté aussi vulcanisation, c'est une réaction chimique par laquelle se constitue la macromolécule tridimensionnelle. C'est une chaîne qui s'étend dans les trois directions pour former un réseau tridimensionnel. Vulcanisation est un terme spécifique à l'industrie des caoutchoucs. On peut aussi rencontrer le terme synonyme réticulation. Le réseau, le terme le plus souvent utilisé par les physiciens et les industriels pour désigner la structure tridimensionnelle. Un réseau est constitué de sous-chaînes, appelées chaînes dans certains cas, s'il n'y a pas de possibilité de confusion avec les chaînes de l'éventuel polymère linéaire de départ. Ces sous-chaînes sont unies entre elles par des nœuds. Au moins 3 sous-chaînes aboutissent à un nœud et le nombre de sous-chaînes par nœud est appelé fonctionnalité de nœud ou bien nombre de sites réactifs. Alors, pour la réticulation des macromoléculaires, comment on va assurer cette liaison entre les chaînes? Il y a des cas différents, donc je peux citer par exemple les chaînes à extrémité réactive. L'exemple le plus connu est celui des polyols à extrémité hydroxyle, OH. Donc vous avez aux extrémités l'élément OH que l'on peut polycondenser avec toutes sortes de durcisseurs à fonctionnalité strictement supérieure à 2. Ici vous avez 3 sites réactifs, le cas le plus courant étant celui des triisocyanates, conduisant au polyuréthane. Le polyuréthane utilisé pour fabriquer les mousses et les panneaux sandwich. Donc on voit très bien que c'est un assemblage de l'élément polyol plus triisocyanate. Alors dans ce cas, c'est la masse moléculaire de polyol, c'est-à-dire la longueur, qui contrôle la densité de réticulation. Les polyols courts, par exemple, et rigides, peuvent conduire à des thermodurcissables. Et les polyols lents et souples conduisent à des caoutchoucs. Les polyols courts et lents, c'est-à-dire ce qui caractérise cette distance entre les triangles. Si vous avez cette distance est longue, donc le matériau il est souple, ce qui caractérise les caoutchoucs. Et puis si vous avez cette distance est très courte, donc le réseau est rigide et non élastique, ce qu'on trouve dans les thermodurcissables. Un autre exemple de réticulation se trouve dans les polymères à groupements latéraux réactifs. Donc on trouve ici à droite et à gauche de la chaîne des groupements capables de faire des réactions avec d'autres groupements de la chaîne adjacente. Ou bien on peut aussi utiliser un agent étranger comme le soufre par exemple. Dans le cas de caoutchouc, c'est utilisé pour faire le pontage et le nombre de liaisons entre les chaînes, appelé aussi degré de réticulation ou bien degré de vulcanisation, et influent sur les propriétés mécaniques de caoutchouc. Alors toute cette différence au niveau macromolécule, enchaînement et stéréorégularité et longueur de la chaîne ont une influence importante sur les caractéristiques de polymères. On prend par exemple le tableau suivant qui montre la contrainte au seuil de coulement haut. C'est une caractéristique de matériaux. Prenez l'exemple de poly, par exemple basse densité polyéthylène, a des valeurs extrêmement larges. C'est à cause de différents types de
PE en fonction de la différence au niveau structure. Donc, après avoir étudié les matériaux à l'échelle organique et à l'échelle macromoléculaire pour les polymères mono et tridimensionnels, on va passer maintenant à l'échelle macro ou bien supramoléculaire, où on va trouver un ensemble de chaînes imbriquées et enchevêtrées. On distingue deux états, l'état amorphe et l'état semi-cristallin. À l'état amorphe, une chaîne se plie, déploie dans l'espace pour adopter une configuration de pelote statistique dans laquelle on ne distingue aucun ordre à grande échelle. Les pelotes correspondant à des chaînes voisines sont étroitement imbriquées et enchevêtrées. Voici un exemple qui montre comment les chaînes sont disposées dans le plastique d'une manière aléatoire. Ça ressemble beaucoup à un plat de spaghettis. Les chaînes sont imbriquées entre eux et enchevêtrées. L'état amorphe, c'est une structure aléatoire caractérisée par pas de point de fusion, parce que le point de fusion caractérise les matériaux cristallins. Existence d'un point de transition appelé transition vitreuse notée TG ou bien TV, marque le passage de l'état caoutchoutique à l'état solide. Les matériaux amorphes sont des matériaux transparents parce qu'ils ne sont pas du tout cristallins. Alors, la figure suivante montre l'évolution de la dilatation volumique, de la chaleur massique et de module de Young en fonction de la température. Ça montre très bien comment le matériau, par exemple, perd ses caractéristiques à partir de la température de transition vitreuse. Donc avant TG, le matériau se trouve dans l'état solide. En chauffant, dépassant cette transition qui est une caractéristique de matériau, chaque matériau a une caractéristique spécifique appelée TG. Donc le matériau passe à l'état caoutchoutique et le module de Young devient faible. Alors, le deuxième état, c'est l'état cristallin qui existe en partie dans les polymères, parce qu'il n'y a pas des polymères totalement cristallins. Mais on va étudier seulement les zones cristallines. L'état cristallin est caractérisé par l'existence d'un ordre à grande distance. On peut dès lors définir une maille cristalline qui se répète de façon périodique dans les trois directions de l'espace. L'état cristallin dans un polymère caractérisé par les caractéristiques suivantes: compacité supérieure à celle de la phase amorphe, existence d'un point de fusion TF, imperméabilité totale à la plupart des gaz et des vapeurs et liquides, et la phase cristalline est rigide par rapport à la phase amorphe. On connaît une grande diversité de formes cristallines chez les polymères. On les trouve sous forme de dendrites et sous forme de lamelles. Cependant, l'espèce cristalline la plus fréquemment rencontrée est la lamelle de forme parallépipède, résultant de l'empilement successif de plusieurs chaînes repliées les unes sur les autres. On voit ici un schéma simplifié d'un matériau semi-cristallin contenant des chaînes aléatoires enchevêtrées, ne sont pas organisées. À côté, il y a des chaînes sous forme de lamelles, c'est-à-dire pliées les unes sur les autres pour former des zones cristallines. Ces zones
caractérisée par une épaisseur appelée épaisseur de la lamelle, c'est-à-dire la longueur de segment de chaîne entre deux replis successifs, est typiquement de l'ordre de quelques dizaines de motifs de monomères. La chaîne peut s'évader de la lamelle, s'enchevêtrer avec d'autres chaînes dans la phase amorphe, participer à une lamelle voisine, ou bien plusieurs chaînes peuvent participer à une lamelle donnée. Les molécules liant unissant plusieurs lamelles entre elles jouent un rôle très important sur les caractéristiques mécaniques de polymères. Donc, à la fin de ce chapitre, on peut terminer par cette conclusion. Les polymères sont divisés en deux types. Les matériaux amorphes, dont la structure est aléatoire, constituée par des chaînes imbriquées enchevêtrées. Prenez l'exemple de PVC, PS, PET. Ce sont des matériaux transparents. Le deuxième type de polymères, ce sont les semi-cristallins, où on trouve des zones amorphes et des zones cristallines sous forme de lamelles. Ces structures sont caractérisées par un taux de cristallinité est égal à 20 pour, par exemple, le polypropylène et peut atteindre 90 pour le polyoxyméthylène. Merci à vous et à la prochaine vidéo.